Pour commencer, Sébastien, je vous laisse présenter Craxi en 3 minutes, s'il vous plaît. Merci Johan. Donc si effectivement on peut mettre la slide de Craxi, parfait. Voilà. Alors donc Craxi est une vieille start-up, plus précisément un fonds d'investissement spécialisé dans le financement des jeunes sociétés innovantes, créé il y a maintenant plus de 30 ans. C'est un des pionniers du capital innovation en France, qui est né de la fusion et du rapprochement de deux sociétés de gestion. L'une qui s'appelait Rhône-Alpes Création, qui était un fonds régional spécialisé dans l'amorçage d'entreprises innovantes en région Auvergne-Rhône-Alpes, et l'autre qui était la société Banexi Venture, qui était une filiale du groupe BNP Paribas et qui a donc fusionné avec Rhône-Alpes Création pour donner naissance en 2016 à Créaxi. Alors, quelques chiffres très rapides en fait pour nous présenter. C'est aujourd'hui 154 millions sous gestion au travers de 6 véhicules d'investissement, 63 participations au portefeuille, plus de 500 millions d'euros investis dans plus de 550 startups en fait, donc depuis une trentaine d'années, et un track record assez, je dirais, significatif puisque on parle de pratiquement 300 sessions, dont près de 140 sessions industrielles et 21 introductions en bourse. Donc au global, une activité effectivement répartie sur deux pôles, un pôle, je dirais, régional avec le siège basé à Lyon, ici où nous faisons effectivement du financement d'entreprises en amorçage, qui représente environ 85 millions sous gestion, cinquantaine de participations actives et 70 millions investis dans 280 entreprises et 7 IPO, comme vous pouvez le voir sur ce slide. Et puis pour les fonds nationaux, environ 70 millions sous gestion aujourd'hui, 11 participations actives et 439 millions investis dans 270 entreprises et notamment 14 introductions en bourse. Et dernier petit point effectivement d'intérêt, nous intervenons dans tous les domaines d'activité, aussi bien effectivement dans le digital, environ 35% de nos investissements, dans le domaine des sciences de la vie, environ une trentaine de pourcents de nos investissements, et dans le domaine de l'industrie et des services à l'industrie. Et pour l'anecdote, si l'on a mis effectivement sur ce slide quelques bonshommes la tête en bas pour présenter Créaxi, c'est pas tout à fait par hasard, c'est parce qu'on fait un métier à risque. Et normalement, on ne saute pas d'un avion en marche en fait quand tout se passe bien, donc ça nécessite effectivement beaucoup de préparation en amont. Et on a voulu illustrer ici effectivement que on voit un homme en bleu et plusieurs hommes en rouge. On voit en fait ce rôle d'accompagnement et de l'entrepreneur en mettant dès le départ les bonnes fées autour du berceau et en mettant effectivement les bons partenaires également autour du berceau. Je suis ravi aujourd'hui d'avoir comme partenaire Globaliance notamment et BPI France sur cette table ronde à l'international. Merci Sébastien. Je vais passer à Emmanuel. Emmanuel, on te laisse la parole pour présenter Globaliance. En quelques minutes, 3 minutes aussi si possible. On va même essayer de faire deux. Donc bonjour à tous, très heureux d'être parmi vous pour cette table ronde. Comme Johan l'a présenté, je suis le PDG fondateur de l'entreprise Expandis. On est présent en Angleterre, en Inde et en Australie. Et je vous parle actuellement de Sydney, où il est déjà la fin de journée. Donc on est à l'autre bout du monde. Et je suis le cofondateur également de l'entité Globaliance, qui aujourd'hui regroupe 27, on a 17 membres, on a 27 bureaux à travers le monde et on couvre plus de 70 pays avec plus de 450 collaborateurs. Et on agit en fait sur l'ensemble des métiers de l'accompagnement à l'international, aussi bien les phases amont pour les diagnostics stratégiques, pour les études de marché, pour aider pour simplifier, pour vulgariser les PDG, les boards et ou les startups dans le cadre de leur prise de décision. Ensuite, on agit sur l'ensemble des métiers du business development. Donc là, c'est des choses qui peuvent être très classiques, aider une entreprise à identifier un sous-traitant, aider à choisir un importateur-distributeur sur un territoire donné, ou des fois on agit directement en business development auprès de clients directs, clients grands comptes par exemple. Et enfin, le dernier volet, sont des volets d'investissement. Donc, et là, on va agir pour l'incorporation d'une filiale, pour le management d'une filiale, ou alors pour l'identification de cibles dans le cadre d'une joint venture, ou même dans le cadre de croissance externe, l'identification de cibles.
Donc voilà, ça c'est pour nos métiers. En termes de secteur d'activité, on couvre vraiment l'ensemble des secteurs. Ça va de l'agroalimentaire au pharma, à l'IT, aux produits grande consommation. Je ne vais pas tous les citer, mais on est vraiment multisectoriel, on couvre l'ensemble des secteurs. Et en termes de sociétés accompagnées, nos clients vont de la start-up qui fait quelques millions jusqu'à l'ETI à plusieurs centaines de millions, et on a quelques clients également qui ont un chiffre d'affaires consolidé de plus d'un milliard. Donc ça, c'est aujourd'hui notre activité. En termes de clients, on a travaillé avec plus de 9000 clients depuis le démarrage de l'activité des membres de Globaliance. On a travaillé sur plus de 1200 projets. Donc on a vraiment une très très forte expertise à l'international et l'ensemble des membres, et c'est vraiment ça l'ADN du réseau, c'est le fait que l'ensemble des sociétés sont accréditées par la plupart des acteurs majeurs de l'international, des banques aux entités régionales d'aide à l'export, nationaux et autres. Donc voilà pour Globaliance. Merci beaucoup, Emmanuel. Je laisse la parole à René pour la présentation de la BPI. Oui, bien bonjour à tous également. Bienvenue dans notre webinaire. Je ferai assez rapide parce que je pense que BPI France est assez connu. Donc simplement pour rappeler que BPI France est la banque publique de l'État français, donc publique au sens capitalistique, comme vous le voyez, puisque près de 80, presque 100% de notre capital est détenu par l'État en direct et la Caisse des dépôts, qui est donc un organisme public d'État également. BPI France, qui, dans sa structuration actuelle, comme vous le voyez, est organisée en 3 sociétés. La maison mère, qui regroupe les activités de financement, de garantie, d'innovation, et puis 2 grandes structures filiales dessous, BPI France Assurance Export, les activités de l'ex-Coface public qui ont été mises en place et rapatriées chez BPI France en 2017, et BPI France Participation qui porte un certain nombre de nos activités de fonds propres. Alors, quelques chiffres rapides que vous voyez à l'écran, hein, c'est BPI France a environ 6 milliards de prêts bancaires garantis aux banques, 17 milliards de crédits accordés à l'économie sur des opérations de court terme et de moyen long terme, 3 milliards d'aides et de prêts à l'innovation, un petit 4 milliards dans la partie fonds propres, et puis sur l'assurance export, des très gros montants sur l'assurance crédit à plus de presque 13 milliards, mais ça, c'est à cause de notre activité avec les très grands comptes du type Airbus et autres, où lorsqu'on intervient dans ces opérations, les tickets sont très importants. Slide suivant. Donc, BPI France, en fait, intervient avec un continuum de solutions. On a coutume de dire chez BPI France que nous intervenons à tous les stades de la vie de l'entreprise, de sa phase de création, voire même parfois anté-création, notamment dans l'innovation, jusqu'à la phase de transmission, en passant par toutes les étapes de la vie de l'entreprise, que ce soit le développement économique, l'international, l'innovation, la partie restructuration financière, si besoin, bas de bilan, haut de bilan, etc., etc. Nous intervenons donc avec un continuum de solutions qui sont des solutions que vous avez à l'écran, des solutions de garantie, où nous garantissons les banques, des solutions de création d'entreprises où différents outils sont mis en œuvre, des solutions de financement. Nous sommes prêteurs à côté des banques, puisque nous intervenons en financement jamais seuls, mais toujours en cofinancement avec les banques. C'est une règle fondamentale chez BPI France. En innovation avec des outils de subvention, d'avance remboursable, de prêts d'amorçage et autres, à l'international, j'y reviendrai plus tard. En fonds propres, lorsque nous intervenons au capital, toujours de manière minoritaire pour faire de l'effet de levier, dans notre activité d'accompagnement également, et notamment au travers de l'ensemble de nos accélérateurs. Voilà rapidement présenter la maison. Merci René. Dietrich, c'est à vous pour la présentation d'Hightech Care. Oui, bonjour à tous. Bonjour à tous. Je vous dis bonjour depuis Lyon. Hightech Care est une entreprise qui a été créée en 2008 par 3 cofondateurs lyonnais. Moi, je suis le successeur du fondateur principal qui a lancé une autre entreprise depuis. Hightech Care est une société de medtech. Nous avons inventé et développé
un appareil basé à ultrasons pour traiter une pathologie de l'œil très importante qui s'appelle le glaucome, la cause principale pour la cécité dans le monde. Et notre appareil est vraiment unique. Il est breveté, bien sûr. Le principe a été développé en partenariat avec l'INSERM. Et on a passé la période de développement technique au début, bien sûr, après une longue phase de développement clinique. Et maintenant, on est en phase lancement commercial et on a choisi la Chine comme notre marché principal. Et là, je vous donnerai un témoignage un peu plus précis dans quelques minutes. Merci Dietrich, merci à tous pour cette première présentation. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Sébastien, on va vous écouter pour votre retour d'expérience de l'hypercroissance. Vous avez environ une 8aine de minutes pour en discuter. Merci Johan. Alors effectivement, avant de passer sur ce slide, peut-être quelques mots préalables de rappel, entre guillemets. Quand on veut aller à l'international et qu'on est une start-up, la première chose, je commencerai par un proverbe, nul n'est prophète en son pays. Alors, c'est probablement vrai, c'est même certain, mais il nous semble, pour avoir quand même accompagné beaucoup de jeunes entreprises, il nous semble essentiel d'avoir d'abord rodé un certain nombre de processus dans son pays d'origine avant de se lancer à l'international. Alors, j'enfonce peut-être une porte ouverte, mais c'est vrai qu'il est d'abord important de savoir fabriquer, c'est important de savoir vendre, c'est important de savoir comptabiliser, c'est important d'avoir mis en place un certain nombre de structures, d'organisations dans son pays d'origine avant effectivement de pouvoir commencer à répliquer, dupliquer ou s'étendre en fait à l'international. Alors c'est on va dire une forme d'évidence en fait, mais parfois on a effectivement certaines entreprises jeunes de notre portefeuille qui sont par nature born global, donc qui effectivement veulent aller très rapidement à l'international, mais qui peut-être en fait ont tendance à vouloir aller un peu trop vite en fait sur cette dimension-là avant d'avoir consolidé leur base. Donc notre recommandation sur ce point-là, c'est déjà de consolider effectivement son produit, son équipe, son marché dans son pays national avant d'envisager un développement. C'est une première remarque. La deuxième chose qui paraît aussi assez évidente, c'est adapter son produit et ou son service en fait au marché. Je ne citerai qu'un exemple en fait, mais c'est une marque, je crois asiatique dans le domaine des lunettes haut de gamme qui avait choisi effectivement une marque qui s'appelait Supercon. Qui était probablement une excellente marque en fait dans leur pays, mais qui transposait sur le marché français Supercon n'avait évidemment pas la même portée ou le même impact. Donc on voit bien qu'il est parfois nécessaire d'adapter soit le produit, soit la marque, soit le réseau de distribution, soit le mode de commercialisation, le pricing aux habitudes du marché. Donc évidemment, avoir une stratégie caméléon, c'est déjà comprendre la culture de l'autre et c'est le point de départ en fait pour aller à l'international. Et puis le troisième point, c'est qu'effectivement tous les vents sont défavorables pour celui qui ne sait pas dans quel port il se rend. Toutes les questions que va se poser une startup sont des questions utiles et importante en fait à, je dirais, considérer avant même d'aller à l'international. Est-ce qu'on y va en direct? Est-ce qu'on y va de façon indirecte? Comment on organise les ressources humaines en fait? Est-ce qu'on met des managers français parlant la langue? Est-ce qu'on met des managers natifs du pays parlant le français? Comment on organise la production? Est-ce qu'on reste producteur en France ou est-ce qu'on on installe un outil de production en fait dans le pays de destination? Comment gère-t-on la logistique? Quelles sont les questions liées à la finance? Comment est-ce qu'on fait pour rapatrier l'argent? Les aspects de fiscalité sont aussi importants. Sachez que toutes ces questions-là sont des questions que se posent toutes les startups, quel que soit leur domaine d'activité, et ce sont d'excellentes questions auxquelles il faut effectivement pouvoir répondre avant de faire le choix effectivement d'un lancement. C'est important parce que ça coûte grosso modo entre 500 000 et 1 million d'euros par an lorsqu'on vise effectivement un pays européen avec une structure relativement légère. Ça peut coûter jusqu'à plus de 3 fois ce montant quand on veut adresser les États-Unis. Et quand on a fait le constat au bout de 2 ou 3 ans qu'on avait fait de mauvais choix, eh bien ça peut peser effectivement assez lourd effectivement dans le compte d'exploitation. Alors je voulais vous parler maintenant effectivement d'un retour d'expérience sur
l'hypercroissance à l'international par acquisition, avec une société de notre portefeuille qui, vous le verrez dans la presse, est sortie dans le cadre d'un adossement à l'industriel pas plus tard qu'hier, c'est l'Influence. Une société dans laquelle nous sommes rentrés, elle faisait à peine 1 million d'euros de chiffre d'affaires et au fil du temps, en fait, elle a acquis en fait 4 sociétés. Trendy Buzz, une société française, puis Media Listen en Allemagne, puis une société Axe Social en Chine et une 4e Scoopit qui était américaine. C'est une société qui, par ses différentes acquisitions, bien que ce soit une start-up, a connu une croissance rapide. Et on voit effectivement la croissance organique sur ce slide, en fait, qui montre que la société serait passée par son propre business, en fait, de 0 à une quinzaine de millions d'euros de chiffre d'affaires en 6-7 ans, ce qui est déjà une très belle croissance, mais grâce effectivement aux acquisitions qu'elle a réalisées, elle a effectivement doublé cette taille-là et atteint plus d'une trentaine de millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019. Alors effectivement, cette croissance en fait s'est faite avec des financements en fonds propres, mais aussi des financements bancaires. Donc c'est intéressant, c'est que dans une opération de croissance externe, on ne vient pas financer des pertes de démarrage dans un pays lointain, ce qui est toujours difficile à financer aussi bien en fonds propres, mais encore plus par des banquiers. En revanche, quand on achète une entreprise qui a déjà du chiffre d'affaires, qui a déjà des réseaux implantés localement, eh bien on achète un objet, donc qui est plus facilement finançable. Ça permet surtout aussi de construire plus rapidement une position de leadership. Et cette stratégie, elle n'est pas évidemment la panacée universelle, mais en tout cas, elle peut être utile dans des sociétés qui ont des problématiques d'atteinte d'une taille critique à une vitesse rapide. Et puis enfin, cette croissance-là, c'est aussi cette internationalisation-là, c'est aussi une façon d'attirer les talents les meilleurs, puisque plus rapidement l'entreprise est internationale, plus elle est visible en fait, et plus effectivement elle sera en capacité d'attirer des profils de haut niveau, et ce qui sera aussi un des facteurs de succès pour la suite. Alors, quelques mots simplement de synthèse en fait sur le slide suivant. Oui. Pour aller à l'international, la première des clés, me semble-t-il, c'est une implication du top management. Évidemment, on ne part pas à l'international si la tête de l'entreprise n'est pas complètement alignée avec ce projet de développement et n'est pas elle-même engagée personnellement en fait dans la mise en place, on va dire, des conditions de succès. Le deuxième point, c'est de définir une stratégie cohérente d'acquisition. Lorsqu'on est sur une logique d'hypercroissance, en fait, eh bien, cette stratégie-là, y compris pour une start-up, peut avoir un intérêt. Par exemple, si l'on veut rechercher des technologies ou des produits connexes à ajouter à son portefeuille ou à son catalogue, eh bien, l'acquisition, en fait, peut être une façon, effectivement, de compléter plus rapidement que le développement interne. Donc c'est un point effectivement qu'il faut surveiller, sachant que généralement les innovations arrivent sur plusieurs endroits de la planète en même temps. Ça peut être aussi une logique d'acquisition de parts de marché ou une logique effectivement de déboucher sur des nouveaux réseaux commerciaux. Là effectivement cette croissance par acquisition peut faire du sens pour gagner plus rapidement en fait en chiffre d'affaires et vers l'atteinte d'un équilibre. Et puis le troisième point, c'est ce qu'on appelle le acqui-hire, c'est typiquement une acquisition dont le but est de renforcer les talents en fait par croissance externe. Alors évidemment, pour faire cette stratégie, pour mener cette stratégie, on va dire d'acquisition, il faut que le management lui-même soit rodé en fait à ces processus d'acquisition, qu'il procède enfin à un ciblage exigeant en fait, et que tout cela soit soutenu par un business plan réaliste. Et la difficulté est toujours en fait le point clé en fait à régler, c'est tout se joue dans le plan d'intégration et dans l'implémentation de ces croissances externes. Là encore, le diable est dans les détails, et donc c'est dans la qualité de l'exécution en fait, et dans la qualité aussi de l'intégration opérationnelle des équipes que se fait effectivement le succès. Donc voilà effectivement par une illustration qui a été mise en œuvre en fait sur certaines sociétés de notre portefeuille avec un certain succès et qui permet de considérer l'international avec une logique d'hypercroissance en fait qui porte des résultats intéressants. Le dernier point, et c'est ce qui me permettra effectivement de passer la parole aux autres membres de ce webinaire, c'est n'y allez pas seul, partez accompagné.
Et une bonne façon de le faire, c'est par exemple en fait de vous appuyer sur des experts pays du réseau Globe Alliance ou prendre les conseils en fait au sein de BPI France sur l'ensemble, on va dire, des produits et des services qui sont mis à votre disposition. Merci beaucoup Sébastien. On va effectivement passer la main à Emmanuel qui va nous parler du contexte international actuel et de comment aller à l'international suite à ces changements. Tout à fait. Emmanuel, Donc, je vais essayer d'être pas en transition, mais dans la lignée de ce qu'a expliqué M. Touvron. Donc, effectivement, on va passer très rapidement sur ce slide, mais ce que je voulais illustrer par ces éléments, c'est bien sûr le Covid-19 a eu un impact fort sur l'économie globale et sur la façon de faire du commerce à l'international. On a une baisse de l'ensemble des places boursières à travers le monde, des pertes d'emplois, une croissance négative dans la plupart des pays du monde. Les vols globalement ont fait une chute de 60% et on a une situation vraiment plutôt difficile. Donc ça, on a un tableau, je vais dire presque un peu noir, mais en fait nous on s'aperçoit que dans la pratique du terrain, c'est qu'on rencontre au quotidien, et moi je parle au quotidien avec des entrepreneurs et des chefs d'entreprise français qui ont fait une très belle année en 2020 et qui sont sur des perspectives de croissance très fortes en 2021. Donc, et c'est vrai que c'est pas forcément de culture en France de parler de ces succès. Souvent, ces entrepreneurs, disons qu'ils font profil bas. Et pourtant, en tout cas, le message que je voulais passer, c'est qu'il y a bien sûr encore énormément d'opportunités en cette période Covid et dans la période post-Covid. Il faut effectivement avoir en tête plusieurs éléments. Et on peut passer au slide suivant. Yoann, s'il te plaît. Oui. Et donc l'idée, c'était je voulais faire un récapitulatif des choses à avoir en tête pour les entreprises exportatrices ou les entreprises à ambition internationale. C'est déjà une première chose, c'est la notion de connaissance. Donc d'être au plus proche de vos marchés export, au plus proche de vos marchés cibles pour comprendre ce qui s'y passe. Est-ce qu'il y a eu des évolutions? Est-ce qu'il y a eu un dépôt de bilan d'un concurrent? Est-ce qu'il y a eu des cartes qui ont été rebattues sur certains marchés? Donc la notion de veille économique, de compréhension de vos marchés cibles, elle est essentielle parce que si on n'a pas l'information, on ne peut pas saisir les opportunités. Donc je pense que c'est vraiment le numéro un, c'est d'avoir des sources multiples d'informations à l'international sur vos marchés cibles. Deuxième point, c'est la notion de résilience, bien sûr. La résilience, elle peut se faire à plusieurs niveaux. Elle peut se faire au niveau du sourcing, donc de vos approvisionnements. Et une tendance qu'on voit actuellement, c'est beaucoup de nos clients qui cherchent une diversification de leur approvisionnement. Beaucoup d'entre eux, par exemple, étaient mono-pays en termes de sourcing. Et ils ont bien compris que dans cette période de Covid, où il y a eu des problèmes d'approvisionnement et des problèmes logistiques dans différentes zones du monde, en particulier sur la Chine. Et ils ont compris cette dépendance et ce niveau de risque inhérent à cette dépendance. Et donc, il y a vraiment on note cette volonté de diversification. Et ensuite, en termes de logistique également, il y a eu des défaillances. Donc, beaucoup de nos clients ont cherché à avoir plusieurs partenaires logistiques pour effectivement diversifier le risque à travers plusieurs opérateurs. Donc, aussi bien en termes de zone de sourcing que de circuit logistique, il y a eu cette volonté cette action de résilience, et ça, je pense que c'est quelque chose vraiment à noter. Ensuite, la notion d'accord de coopération. Je pense que ça aussi, on a vu ça énormément pendant le Covid. On a vu des regroupements de sociétés pour faire, par exemple, des achats groupés. On a vu des activités de joint venture qui ont été réalisées dans le cadre du Covid. Pourquoi? Parce que je pense que le fait, alors ça peut être soit des entreprises de taille identique mais complémentaires, ou soit des fois on peut avoir une PME et une ETI par exemple, une entreprise de taille intermédiaire, simplement parce qu'effectivement beaucoup de PME se sont dit au final dans cette période de Covid, c'est plutôt intéressant d'être adossé à un groupe plus gros que soi, parce que ça permet de se sécuriser, ça permet d'avoir accès à la trésorerie peut-être plus forte, d'avoir des fonctions transversales qui sont partagées. Donc cette notion de coopération, je pense que il faut également l'avoir en tête pour les entreprises exportatrices, c'est de ne pas hésiter à effectivement approcher les acteurs de votre écosystème et
encore une fois, avoir les yeux ouverts et l'esprit ouvert surtout pour penser à ces coopérations possibles. Ensuite, il y a la notion d'observation des marchés, c'est un peu lié au point numéro 1, mais elle est plus liée, j'ai envie de dire, aux habitudes de consommation. On a vu quand même dans beaucoup d'endroits du monde, et en France, même dans le marché domestique, hein, des habitudes de consommation qui ont changé. Et donc, la notion d'adaptation de son offre à ces nouveaux modes de consommation, elle est essentielle. Alors, ces changements, ils doivent s'opérer bien sûr sur l'offre, mais aussi sur la distribution. Je peux donner par exemple un exemple dans le secteur textile, où on a vu beaucoup d'acteurs qui, par exemple, ont développé énormément de gammes pour ce qu'on appelle le homeware, donc tous les tenues qu'on va garder à la maison. En termes de distribution, les circuits e-commerce ont explosé, donc il y a eu vraiment beaucoup de marques qui ont investi encore plus sur ces circuits de distribution e-commerce. Donc, en tout cas, l'idée, c'est vraiment centrale, c'est d'être au plus proche de ces habitudes de consommation pour, encore une fois, s'adapter. Ensuite, le dernier point que je noterai, mais qui est presque évident, c'est cette notion effectivement de numérisation. Donc, la notion d'e-commerce, la notion de digitalisation de la documentation, la notion d'échanges commerciaux à travers d'outils tels qu'aujourd'hui comme GoWebinar, Zoom et l'ensemble des solutions que vous connaissez pour communiquer avec vos partenaires et vos clients. On peut passer à la slide suivante. Oui. Alors, l'idée sur ce slide, c'était sur cette partie de ma présentation, c'était d'expliquer les tendances que nous, on ressent en termes de mode d'opération pour l'international. Et le premier point que je voulais souligner, qu'on a observé sur l'ensemble des marchés où on est présent, c'est la notion d'un shift, de la notion d'exportation vers la notion d'internationalisation. Et quand je parle de ça, je parle de la notion d'incorporation, d'installation dans les pays cibles. C'est-à-dire que avant, on avait des sociétés qui étaient sur un mode d'exportation et qui, après un volume d'affaires conséquent, pensaient à la notion d'investissement et la notion d'installation dans le pays à travers une filiale. Et que de par le Covid, de par ce facteur qui est limitant, qui est la notion de problématique sur les déplacements et la fermeture des frontières, on a de plus en plus de clients effectivement qui très rapidement s'installent dans le pays et embauchent localement parce que simplement ils peuvent plus voyager, donc ils ont besoin de personnel sur le terrain pour acter pour eux. Deuxième point, c'est la notion de représentation commerciale. Encore une fois, qui est liée à la notion de fermeture des frontières. On a beaucoup de nos clients qui avaient l'habitude de réaliser des voyages export 1, 2 fois, 3 fois par an dans leur pays de couverture. Aujourd'hui, ils peuvent plus se déplacer et donc ils donnent la main sur ce suivi commercial de leurs clients à des sociétés tierces. Enfin, je vais parler très rapidement parce que Monsieur Touvon l'a mentionné, c'est la notion bien sûr d'acquisition, les opportunités liées aux acquisitions, et ce qu'on appelle en anglais, ce qu'on appelle aussi le distress M&A. Donc, dans le Covid a créé des situations effectivement de sociétés avec des problèmes de trésorerie ou avec des difficultés financières ou des difficultés tout court, simplement dans leur mode d'activité. Et donc, ça peut créer des opportunités pour certains acteurs encore une fois, s'adosser à un grand groupe par une acquisition pour effectivement passer cette période de crise forte. Et puis, le dernier point, c'est la notion de lean, ce qu'on appelle l'approche lean, c'est de dire effectivement aujourd'hui dans des périodes comme le Covid, des périodes d'incertitude, je pense qu'il faut avoir une maîtrise très forte de la notion de coût fixe et donc beaucoup d'acteurs, beaucoup de nos clients aujourd'hui réfléchissent à avoir une filiale très light qui va être par exemple hébergée chez nous. On a des collaborateurs également qu'on peut accueillir dans nos locaux. On va avoir une comptabilité qui va être externalisée. Donc, il y a toute cette notion de coût fixe qui doit être maîtrisé à l'international et c'est une grosse tendance qu'on a constatée forcément dans cette période de Covid où les trésoreries de beaucoup d'entreprises ont été mises à mal. Donc voilà un petit peu pour la photographie de ce qu'on a pu constater dans ces 12 derniers mois de l'année 2020. Merci Emmanuel pour ces explications. On va passer à René. Est-ce que vous pouvez nous présenter les solutions de la BPI, s'il vous plaît?
Vous m'entendez bien? Je viens de réactiver mon micro. Alors, chez BPI France, effectivement, nous avions déjà un continuum de solutions importants. Je voulais simplement, en guise d'introduction, d'abord bien replanter les idées sur que fait BPI France à l'international en termes d'outils qui sont mobilisés. Comme vous le voyez à l'écran, nous avons 4 grands blocs d'outils que nous mobilisons pour accompagner les exportateurs, qu'ils soient d'ailleurs primo-exportateurs, exportateurs moyens ou très confirmés. Je dirais, nous, notre mission, c'est d'accompagner l'ensemble des entreprises qui souhaitent aller à l'exportation. Donc, au travers d'outils de financement export, qui sont bien évidemment ici des prêts, mais aussi des outils de fonds propres, le fonds build-up, j'y reviendrai un tout petit peu après, mais aussi la possibilité d'ouvrir des financements à des acheteurs étrangers pour financer les contrats d'exportation de nos exportateurs. Un deuxième grand outil que nous utilisons, c'est la garantie export, où là, nous allons pouvoir garantir les banques avec un fonds de garantie international réservé à la PME au sens européen du terme. Nous allons pouvoir garantir la prise de risque dans des filiales étrangères également. Un troisième outil important, c'est l'accompagnement que nous allons apporter aux exportateurs au travers, alors effectivement, nous avons un petit réseau d'expatriés à l'international, mais petit, mais j'allais dire costaud, dans un certain nombre de zones, logés à la mission économique des ambassades et qui sont là pour aider nos exportateurs en termes de relais d'information, en termes aussi de prise de contact, parfois avec des entités publiques, parce qu'on sait que ce n'est pas toujours aidé, bien évidemment. L'accompagnement se fait aussi au travers de nos outils de l'accélération avec l'accélérateur international qui permet de mettre des entreprises qui sont déjà à l'export, par contre, pour les booster en termes d'accélération. Et puis, notre quatrième grand outil que nous allons utiliser, c'est l'assurance export. Il s'agit là de toute la panoplie des assurances qui étaient, comme je disais en introduction tout à l'heure, anciennement COFAS Garantie Publique, et puis depuis 2017, ont été basculés chez BPI France dans la filiale BPI France Assurance Export. Et là, ce sont tous les produits d'assurance, je vais y revenir un petit peu après, que sont l'assurance prospection, l'assurance des cautions et préfinancement de marché, parce que c'est bien beau de prospecter, mais quand on a des marchés, il faut pouvoir les réaliser en sécurité et donc les réaliser aussi avec une assurance crédit sur les risques de paiement, parce que les acheteurs peuvent faire défaut, mais aussi couvrir des problématiques dans les négociations d'appel d'offres qui peuvent être très très longs avec des outils de change qui sont dédiés à des appels d'offres internationaux, outils de change d'ailleurs qui ne sont pas des outils concurrentiels de nos amis et partenaires banquiers, puisque ce sont des outils qui portent sur des durées très 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 longues en fait de négociation et de réalisation de contrats. Slide suivant. Une des grandes particularités, bien évidemment, de nos interventions, et notamment dans notre quatrième branche que je viens d'évoquer, qui est la branche d'assurance export, ce sont nos interventions en respect de la politique de financement export qui est définie. Ah, vous pouvez revenir en arrière. Oui. Voilà. En respect, disais-je, de la politique de financement export qui est définie par l'État français. Puisque chaque année à Bercy, si vous avez eu le plaisir d'y aller, et cette année malheureusement c'était en webinaire, eh bien la Direction générale du Trésor public, sous l'impulsion de l'État, bien évidemment, détermine et annonce la politique de financement export. Vous envoyez ici la cartographie mondiale. Alors, j'allais dire sous forme d'humour, c'est un petit peu comme les feux tricolores quand on circule. Tous les pays qui sont en vert ou vert clair sont des pays qui sont ouverts aux interventions à l'international de notre métier d'assurance. Les pays qui sont en jaune sont des pays qui sont ouverts, mais parfois avec un certain nombre de conditions qui peuvent être que les décisions peuvent remonter parfois à la commission des garanties à Bercy. Et puis les pays qui sont en rouge, c'est comme le feu tricolore, on ne passe pas au feu rouge. Donc les pays qui sont en rouge, les pays de France n'accompagnent pas les exportateurs. J'allais dire sous forme d'humour, c'est souvent les grandes démocraties de la planète que vous voyez à l'écran, Corée du Nord, Venezuela, etc., etc. Il y en a 7 ou 8. Slide suivant. Alors, une fois qu'on a planté le décor, alors, je suis désolé, ce slide n'est pas très lisible, encore que, mais c'est plutôt pour vous faire un rapide teasing des différentes possibilités en fonction des besoins que vous pouvez avoir en tant qu'entreprise ou pour les partenaires bancaires qui sont en ligne ou les conseils qui sont en ligne, pour pouvoir identifier les besoins de vos clients par rapport à ces sujets-là.
Donc, quand une entreprise veut se développer à l'international, eh bien, d'une manière générale, on commence par la phase de protection. Et en matière de prospection, l'outil iDouane de BPIFrance, c'est l'assurance prospection, qui est à la fois un outil d'avance de trésorerie sur un budget de dépenses qui est défini sur des pays, mais également un mécanisme assurantiel, puisque si toutefois la prospection ne fonctionne pas, eh bien l'entreprise exportatrice ne va rembourser qu'une somme forfaitaire de 30% de l'avance de trésorerie. Le reste sera considéré comme une subvention et un acquis. C'est bien là le rôle du mécanisme assurantiel et bien évidemment de la mission publique. Donc cette assurance est à la fois une avance de trésorerie qui représente 65% d'un budget de dépenses de prospection sur un ou plusieurs pays ciblés et également, comme je disais, un mécanisme assurantiel. Dans la période Covid, plusieurs mesures exceptionnelles ont été décidées sur cette assurance prospection. La première, c'est qu'une fois que le dossier est accepté, nous mettons à disposition 70% du montant cash tout de suite, une fois que le contrat est signé, pour que l'entreprise ait sa trésorerie. La deuxième mesure, c'est que la période de prospection, qui normalement est de 3 ans, eh bien, peut être portée à 4 ans, bien évidemment. Et puis, on peut décaler de 6 mois dans le futur la date de démarrage de sa prospection, ce qui permet de monter le dossier, de le décider et d'être tout prêt quand la crise Covid sera moins forte ou largement réduite. Voilà, deuxième sujet, deuxième petit rond, financer vos ventes. Bien, effectivement, quand on a trouvé des clients avec l'assurance prospection, il faut pouvoir financer ses ventes. Donc, dans vos marchés d'export, vous pouvez avoir des problématiques de caution à délivrer sur les marchés, des problématiques de besoin de trésorerie, de préfinancement des marchés. Ce sont nos amis partenaires banquiers qui délivrent les cautions sur les marchés export. BPIFrance peut apporter une assurance garantie à hauteur de 80% aux partenaires bancaires pour lui faciliter la vie dans la délivrance des cautions. Mesure Covid 2021, cette garantie peut être portée à 90% pour toutes les entreprises qui font moins de 1,5 milliard de chiffre d'affaires. Donc, mesure très forte ici. Dans le préfinancement, c'est la même logique. Vous pouvez avoir besoin de trésorerie pour exécuter votre marché. Eh bien là, votre banquier va ouvrir une ligne de préfinancement dédiée à ce marché à partir d'un tableau de trésorerie dédié à ce marché et nous allons pouvoir couvrir à 80 voire 90%, mesure Covid, la pointe maximale de trésorerie qui est dans ce prévisionnel de trésorerie, là aussi pour faciliter bien évidemment l'engagement et la prise de risque de nos partenaires bancaires. Troisième outil, le crédit export, toujours le financement des ventes. Ben là, c'est la possibilité de pouvoir proposer à votre acheteur à l'étranger un crédit BPIFrance qui est proposé à l'acheteur. On va prêter de l'argent à l'acheteur pour qu'il puisse financer l'acquisition de votre exportation. Sur des opérations, par contre, qui sont déjà un peu significatives, à savoir des contrats d'exportation de 1 200 000 € minimum. Troisième outil, bien évidemment, dans le besoin, effectivement, c'est la gestion du risque de change. Et là, la solution est très simple. Vous répondez à un appel d'offres international. Eh bien, quand vous répondez en devise, l'idée, c'est de figer une parité euro-devise pendant la période de négociation et de maintenir cette parité pendant toute la phase d'exécution du contrat jusqu'au dernier paiement. Donc, votre négociation peut durer 12 mois et ensuite votre contrat s'exécuter sur 24 mois. Ça fait 36 mois de couverture, ce qui est une durée très très longue. Et cet outil est fait pour ça. Dans cet outil, vous avez une quarantaine de devises. Les grands leaders, dollar et autres, mais des devises aussi plus, j'allais dire exotiques, l'Amérique du Sud, le RMB, le rouble, etc. Quand on a des contrats, quatrième petit rond, quand on a des contrats, bien évidemment, il faut les exécuter, mais il faut aussi que l'acheteur vous paye. Et donc, le mode de paiement, ça peut être du virement, ça peut être de la lettre de crédit, mais on n'est pas certain parfois que ça peut payer, notamment quand c'est un nouveau contrat avec un nouvel acheteur. L'assurance crédit public, elle est faite pour couvrir ce type de risque. Elle couvre 95%. Le risque commercial, c'est-à-dire le dépôt de bilan de l'acheteur, ou le risque politique, c'est-à-dire le fait que l'acheteur veut bien vous payer, mais dans le pays, le pouvoir politique interdit le paiement. Voilà ce que va être la couverture d'assurance crédit public. Et puis, je termine très rapidement, parce que je vois qu'avec mon petit chronomètre que j'ai à côté, mon temps de parole est un peu dépassé. L'autre point, mais qui est quand même très important, c'est que si vous souhaitez vous implanter dans un pays, eh bien, effectivement, si vous créez une filiale dans le pays, si vous avez déjà une filiale, vous remettez de l'argent, ou si vous achetez une affaire, vous faites une croissance externe, vous allez avoir un outil qui est formidable de mon point de vue, qui est la garantie projet à l'international.
et qui va permettre de couvrir 50% du risque de fonds propres que vous allez engager dans ces opérations. Concrètement, vous engagez 500 000 euros. Si votre filiale ou votre croissance externe dépose le bilan pendant une période donnée que l'on cale ensemble, Bpifrance vous rembourse cash la moitié de la mise de fonds que vous avez mis dans l'opération. Et enfin, si vous êtes déjà à l'export et que vous voulez accélérer, eh bien évidemment, l'accélérateur international de Bpifrance, c'est une promotion de chef d'entreprise pour booster en collectif le chiffre d'affaires export au travers de séminaires, de conseils, de mentorats, bien évidemment, avec ses pairs, comme on dit, pour pouvoir accélérer dans les différents pays que l'on souhaite. Voilà, très très rapidement, challenge que je n'ai pas tout à fait réussi en 8 minutes, mais en 10. Merci. Il n'y a pas de souci. On sert au maximum. Merci beaucoup. René Dietrich, on vous laisse parler de votre retour d'expérience de l'international. Je passe la slide. On vous écoute. Passez à la prochaine slide, s'il vous plaît. Donc voilà, juste une petite image quand même du produit qu'on commercialise, qu'on a développé, un produit vraiment lyonnais. Donc cet appareil à base d'ultrasons qui soigne le glaucome de façon complètement non invasive pour remplacer la chirurgie, qui est liée à beaucoup de complications. Vous voyez là en arrière-plan l'équipement, donc c'est le générateur d'ultrasons. C'est un petit produit d'investissement pour un hôpital ou une clinique. Là, vous voyez le deuxième composant du produit, ça c'est un applicateur avec une sonde ultrasonore qui est usage unique, donc consommable et bien sûr la base de notre modèle économique. Prochaine slide, s'il vous plaît. Donc Sébastien, il a déjà dit, bon, on ne va pas à l'international sans avoir fait ses devoirs dans son pays domestique. Ça, je réitère ce message, bien sûr, c'est très important. Aussi, juste pour dire très clairement, dans la technologie médicale, en général, le marché international, c'est pas un choix, c'est obligatoire, parce qu'en général, les frais de développement, le développement clinique coûte extrêmement cher. Donc là, en général, on parle de dizaines de millions d'euros. Et pour avoir un retour d'investissement un jour, ce qui prend beaucoup de temps en général dans le médical pour une nouvelle thérapie, le marché domestique, que ce soit français, allemand, italien, serait trop petit. Ça vaut le coup peut-être aux États-Unis ou en Chine, mais en Europe, en général, les marchés domestiques sont trop petits. Donc, bien sûr, on a fait nos devoirs en France d'abord, le développement clinique aussi, travailler avec quelques leaders d'opinion pour tester et affiner la technologie. Une partie qui est très importante, c'est la partie propriété industrielle, parce que c'est en général la base pour la création de la société. En général, on fait des dépôts de demandes de brevets, soit en France ou peut-être avec le processus de PCT. Là, je pense, ça vaut quand même quelques réflexions en amont sur quel pays on veut cibler, parce que il y a des frais derrière. Les frais au départ sont encore relativement légers. Après, au fil des années, vous savez, les frais de détention de brevets coûtent extrêmement cher, et là, il va falloir faire un choix. Donc, nous, on a focalisé sur quelques pays importants de l'Union européenne, bien sûr, les États-Unis, le Japon et notamment aussi la Chine. On avait aussi figé notre processus de production, donc on a pris la décision, quoi qu'on fasse, on va rester en France avec tout ce qui est technologie, know-how technologique, la R&D, ça reste chez nous, la fabrication reste chez nous, mais il faut bien travailler toujours sur le prix de revient industriel, faire baisser les coûts de fabrication avec la perspective d'être vraiment à un niveau le plus bas possible pour pouvoir se lancer même dans des marchés émergents où les prix seraient peut-être pas les mêmes comme en Europe ou aux États-Unis. Donc ça, c'est aussi une étape qui prend beaucoup de temps. Après, bien sûr, le système de qualité derrière qui doivent correspondre à des normes et des standards non seulement européens, mais mondiaux,
parce que souvent il y a des audits de qualité. Il va falloir faire homologuer les produits dans chacun des pays en général. Donc là, ils font un très haut niveau de qualité. Prochaine slide. Donc ensuite, on a réfléchi, on a fait un choix stratégique sur quel marché on va se lancer. On a relativement vite dit, bon, les marchés européens, c'est intéressant, mais probablement pas maintenant et probablement pas pour nous tout seuls. Pourquoi? Parce que chacun des marchés nécessite vraiment un travail de fond dans le médical, comme vous pouvez l'imaginer. C'est pas seulement la partie clinique. La question qu'il faut se poser, est-ce qu'un médecin anglais ou un médecin italien apprécie les données de France, ou est-ce qu'il veut éventuellement avoir un témoignage de ses confrères de son propre pays? La réponse en général est oui. Donc, il va falloir quand même faire encore quelques études locales dans chacun des pays. Ça multiplie les frais, ça multiplie le délai aussi pour avoir des résultats. Après, il faut, et ça c'est un processus qui est extrêmement long et fastidieux, faut avoir une prise en charge dans les systèmes de sécurité sociale qui sont très différents bien sûr dans chacun des pays. En fonction du pays, ça prend en général entre 3 et 10 ans. Donc il faut bien réfléchir, est-ce que ça vaut le coup d'investir dans chacun des pays si on est une petite société qui a toujours bien sûr des fonds limités et aussi on va dire pas les moyens pour vraiment soutenir un processus aussi long d'enregistrement dans le système de santé. Donc on a relativement vite dit, alors il y a deux marchés qui nous intéressent. D'abord, c'est la Chine et les États-Unis. Et comme vous le voyez ici, ça c'est un petit graphe qui vous donne le nombre de patients potentiels à traiter avec notre machine. 8 millions en Chine et à peu près 3 millions aux États-Unis, avec l'avantage de la Chine que la croissance de patients est très forte parce que le niveau de soins ophtalmologiques s'améliore très rapidement et il y a de plus en plus de patients qui ont accès à des services ophtalmologiques. Donc la priorité, on l'a mis sur la Chine parce que on pensait que déjà notre produit serait parfaitement adapté aux besoins de marché. L'évolution de la pathologie par patient qui sont plutôt dans un stade plus avancé du glaucome quand la pathologie est diagnostiquée, moins de concurrence et aussi un peu la notion de faire les choses différemment par rapport à d'autres sociétés et nos concurrents. Donc, priorité 1, la Chine, priorité 2, les États-Unis. Et on verra sur les prochaines slides comment ça s'est déroulé. Prochaine slide. Voilà, donc un point très important avant de se lancer, il faut regarder quand même sa trésorerie. Est-ce qu'on a suffisamment de trésorerie pour faire des étapes importantes dans la pénétration, on travaille sur un marché notamment si c'est un marché relativement lointain comme la Chine. Déjà, on avait des partenaires français, aussi Creaxi, ou à l'époque c'était encore Banexi, qui avaient investi. On avait de la trésorerie, mais on s'était dit il faut en avoir plus pour être serein pour plusieurs années de travail de marché. Et on a pris la décision de faire entrer un investisseur chinois, Everpine Capital, en 2015 pour exécuter la stratégie Chine. Et là, on a quand même fait un travail de fond, je dirais, de travail interculturel, international, avec au sein des actionnaires, au sein du conseil d'administration. On a fait plusieurs échanges. Les Chinois sont venus en France, les Français sont allés en Chine plusieurs fois. Et je crois que ça aide quand même dans la communication derrière et dans le travail ensemble, notamment quand on traverse des périodes peut-être pas toujours très faciles. Donc là, on avait un bon niveau de
trésorerie et on a commencé le travail. Johan, s'il vous plaît. Voilà. La constitution d'une équipe internationale, bien évidemment, c'est clé. Sébastien l'a mentionné aussi. Ça se fait pas d'un coup, ça se fait au fur et à mesure. Il y a aussi des échecs, notamment dans des pays comme la Chine où en général le turnover est beaucoup plus rapide qu'en Europe. Je pense qu'on a aujourd'hui une équipe vraiment bien stable. On a bien sûr l'équipe française avec les deux cofondateurs et une directrice qualité de longue date qui connaît le produit, les systèmes réglementaires extrêmement bien. Les deux cofondateurs sont les experts dans la technologie et dans la partie clinique, donc tout ça est couvert, ce qui va sécuriser notre know-how et notre valeur qu'on garde en France. Et après, les deux autres dirigeants qu'on a parmi l'équipe, c'est deux Chinois qui sont basés à Shanghai, dont la directrice de notre filiale qu'on a créée en 2016, que je connaissais de longue date, que j'avais déjà embauché pour une autre mission en Chine. Et ça, je pense, c'est important dans tous les pays, mais en Chine en particulier, d'avoir quelqu'un de confiance qui partage les mêmes valeurs comme vous-même, qui partage la stratégie de la société. Ça, c'est un point vraiment clé. Prochaine slide. On essaye de clôturer d'ici 2 minutes, si possible. Oui, il n'y a pas de problème, je vais clôturer. Donc, et depuis, on a travaillé sur vraiment tous les points qui sont importants pour la pénétration du marché. Donc, on a homologué notre produit avec la FDA chinoise, on a fait quelques études, on a adapté le produit aussi aux besoins des patients chinois. C'était pas tout à fait évident parce que les Chinois ont plutôt l'habitude d'absorber un produit qui est déjà commercialisé ailleurs et débarquer avec un produit qui nécessite éventuellement des modifications pour vraiment s'adapter aux besoins des patients n'était pas tout à fait évident. On a donc travaillé avec des centres phares, avec des leaders d'opinion. On a développé notre équipe de vente, nos partenaires de distribution. On est en train d'avoir de plus en plus d'étapes pour intégrer notre thérapie dans le système de santé chinoise avec ça s'appelle un price code, donc c'est une sorte de tarification très important parce que ça finalement permet aux hôpitaux publics d'utiliser ces technologies. On a créé des partenariats avec une grande chaîne de cliniques privées. On fait du marketing et on travaille beaucoup avec les sociétés savantes. Donc là, c'est vraiment un travail de fond qui prend plusieurs années. Et là, on est maintenant, je dirais, sur le point de décoller. On a fait on a passé toutes ces étapes, tous les éléments. Et là, maintenant, on investit et on cherche aussi d'ailleurs du capital pour investir encore plus dans la commercialisation, dans le marketing en Chine, pour vraiment générer une forte croissance dès cette année 2021. Je crois la prochaine slide est la dernière. Voilà, donc notre position en Chine est extrêmement favorable. On est, si vous regardez cette carte, on est pratiquement les seuls en Chine. Tous nos concurrents qui sont relativement nombreux en Europe et aux États-Unis n'ont pas l'homologation sur le marché Chine. Ils savent même pas si c'est possible avec leurs produits de traiter des patients chinois qui ont quand même une anatomie de l'œil qui est un peu différente par rapport à la nôtre. Donc, on a vraiment un avance de plusieurs années sur d'autres produits. Très bonne positionnement dont on va profiter sur les années qui viennent. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Dietrich, merci à tous les intervenants. Je vais vous lire rapidement les questions qui nous ont été posées pour que vous puissiez y répondre. Alors la première étant, avant d'aller réellement sur l'international, comment conseillez-vous d'adresser les demandes entrantes qui arrivent des multiples pays? Ou quels sont les warnings si on veut y répondre? Je pense que c'est plus pour Emmanuel. Alors là, effectivement, il faudrait rentrer dans le détail de traiter les demandes déjà par une équipe idéalement interne, quelqu'un qui parle la langue du pays cible. Ça paraît bête à rappeler, mais c'est important. Et puis, je pense qu'il c'est aussi utile de faire un minimum de due diligence, c'est-à-dire de regarder s'il y a un site web existant, est-ce qu'ils ont un profil professionnel LinkedIn et ça permet de voir le nombre par exemple de personnel qu'ils ont. Donc, c'est des petites choses, des petits détails, mais qui permettent de vérifier la véracité de l'entreprise parce qu'effectivement, à l'international, des fois, on a des demandes qui peuvent être farfelues ou des fois à volonté frauduleuse. Donc, il faut être méfiant, bien sûr. Merci Emmanuel pour cette réponse. Une question pour Dietrich Wolf. Avez-vous développé le hardware de votre produit en interne et avez-vous fait appel à une société extérieure? Ou avez-vous fait appel à une société extérieure, pardon, sur la partie design, ergonomie, conception et fabrication des pièces? Alors, on n'a pas on couvre pas toutes les compétences avec notre petite équipe, c'est impossible. Donc, bien sûr, on a des prestataires, des fournisseurs, des sous-traitants pour des étapes et des composants spécifiques. Mais la majorité, bon, en fonction de, on travaille quand même beaucoup dans la région et en France. Par contre, pour certaines pièces, on travaille même avec des Japonais parce que c'est introuvable en Europe. D'accord. Merci d'y avoir répondu. On n'a pas d'autres questions. Il va falloir dans tous les cas qu'on clôture puisqu'il est 9 heures. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose, messieurs? Ah, j'ai une autre question pour Emmanuel. Alors, Emmanuel, est-ce que vous diriez qu'au final, un effet vertueux du Covid est d'avoir une certaine manière forcée des entreprises qui se seraient notamment normalement appuyées sur les exportations à s'internationaliser plus rapidement que prévu? Et dans votre expérience, cette internationalisation passe-t-elle plus par des ouvertures de filiales en propre ou par le sourcing de représentants commerciaux locaux dans les pays? Alors, j'ai répondu en partie à cette question dans ma présentation où effectivement on note une tendance d'une ouverture de filiales plus importante plus rapidement. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Et puis ensuite, effectivement, on a constaté que pour certains de nos clients qui avaient une faiblesse ou une difficulté, une croissance négative sur leur marché domestique, des velléitudes plus fortes encore à aller sur des marchés export et à se développer, parce qu'il y a bien sûr, c'est plus facile de prendre des parts de marché et faire de la croissance à l'international, à l'export, surtout quand on a déjà un flux d'affaires existant, que d'être sur un marché domestique atone. Donc oui, effectivement, le Covid a eu des bienfaits sur l'internationalisation des entreprises. Ok. Écoutez, merci beaucoup. On va devoir quitter. Merci à tous les participants d'avoir pris le temps de nous écouter. Merci à nos 4 intervenants de nous avoir partagé leur expérience et leur expertise. Pour les participants, n'hésitez pas à nous contacter par mail. Vous allez recevoir à la fin de ce webinaire techniquement un mail qui vous transmet directement nos mails de contact. Et il me reste qu'à vous souhaiter une très très bonne journée à tous. Et je voulais juste rajouter que je remercie bien sûr tous les participants présents et Monsieur Touvron et le Fonds Créaxia qui est le porteur de cet événement. Donc merci beaucoup et effectivement n'hésitez pas à nous solliciter pour des questions spécifiques. Merci. Merci à tous. À mon tour simplement de remercier également non seulement les intervenants, mais également tous les participants, de préciser aussi que cette journée internationale de Créaxi a débuté par cet webinaire et je vous remercie d'y avoir assisté, mais qu'elle va se poursuivre toute la journée par des sessions organisées en one-to-one avec les sociétés du portefeuille de Créaxi et avec tous les experts pays du réseau Globaliance. Donc, ce n'était qu'un début et évidemment, non pas un au revoir, on aura l'occasion d'en refaire si ce format vous a plu l'année prochaine, bien entendu. Merci à René, merci à Dietrich et merci à messieurs de Globaliance ainsi que tous les participants. Merci. Merci. Avec plaisir. Bonne Bonne journée.